Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le round-up de l'actualité nationale et internationale, c'est bien ici sur Club Média 7. Club Média 7, le carrefour des journalistes, éditorialistes, chroniqueurs et analystes politiques. Et je reçois justement ce dimanche Médis Agbenko, journaliste indépendant et chroniqueur politique. Médis Agbenko, bonsoir. Bonsoir, confrère Lenaïk Agbazou, et merci pour l'invitation. Gabin Goubi, rédacteur en chef du quotidien Le Matinal. Bonsoir, Gabin Goubi. Bonsoir Lenaïk et bonsoir aux téléspectateurs. Stanislas Amoua, directeur de l'information et des programmes à PIS FM. Bonsoir. Bonsoir Lenaïk et merci pour l'invitation. Alors, au menu de cette émission, la guerre des propositions de loi en vue de la relecture du code électoral à l'Assemblée nationale, les 34 ans de la conférence nationale des forces vives et l'avenir politique immédiat du Sénégal. La charpente de l'émission, elle n'a pas changé. Nous démarrons avec la revue de presse hebdomadaire de Marcel Akhossi. Démarrons par une revue des titres. La Nation, projet de chantier routier à Cotonou et environ, Fidrosé et Togmé accueille l'asphaltage. Nord-Sud quotidien, pêche artisanale et semi-industrielle. Un nouveau port de pêche à Cotonou en décembre 2025. Le Matinal, Ecomof 2024, Cotonou, carrefour des mines et du pétrole de la CEDEAO. Le Rénovateur, échange entre le parti Les Démocrates et la conférence épiscopale du Bénin, Yahi Boni et les siens en mode dialogue national. Le Soleil Bénin Info, faux passeport et faux CIP des Maliens, Nigériens et Togolais dans le collimateur de la Criette. L'audience est renvoyée au 14 mai prochain. Le Télégramme, le Niger se sépare de son consul honoraire au Bénin. Libération, répression pour infraction au code de la route dans quelques jours. Pas d'arrestation de motos sans plaque le 1er mars. Un délai supplémentaire accordé aux citoyens pour se conformer. Toutes les autres infractions sévèrement punies. Fraternité, première session extraordinaire 2024 au Parlement, ouverture sur fond de tiraillement, les démocrates pour une refonte totale du code électoral. Le Matinal, relecture du code électoral, 2 propositions de loi au Parlement. Divergence d'approche sur la question du parrainage, l'opposition demande la suppression du quitus fiscal et la diminution du cautionnement. La mouvance propose la réduction du délai de dépôt de candidature à 35 jours. Modification de la Constitution, ça ressemble à du forcing. Manchette noir sur blanc de Gaskiani Info. C'est une affirmation à la une du journal. Les partisans de Patrice Talon font du forcing malgré tout et même des voix discordantes au sein de la majorité qui trouvent le projet inopportun. La proposition de loi portant modification de la Constitution entre dans sa phase ultime depuis mercredi avec les débats en plénière. C'est assez surprenant pour Gaskiani Info de constater l'insistance à faire programmer le projet de révision constitutionnelle pour des débats en plénière. L'UPR et le BR ne font-ils pas douter de la franchise du chef de l'État, s'interroge le paraclet. Les regards sont tournés vers l'Assemblée nationale. Pour l'heure, le consensus peine à se faire au niveau des différentes sensibilités politiques et le parti Les Démocrates, dont l'adhésion est nécessaire pour valider la proposition, n'est pas en phase, fait remarquer le Matinal. Pour la sérénité au Niger et dans l'espace CEDEAO, Patrice Talon et Faure Gnassingbé sont dans le même combat. Un retour à la normale dans la sous-région, c'est le cri de cœur des présidents Patrice Talon et Faure Gnassingbé expriment fraternité dans sa manchette. Ils ont parlé d'une même voix, quand bien même c'est dans 2 cadres et 2 contextes différents, relève le quotidien. Le chef de l'État du Bénin plaide pour que la situation au Niger soit décantée et que les sanctions de la CEDEAO soient levées car pour lui, il faut être réaliste. Le président du Togo voisin a quant à lui fait savoir au président Alassane Ouattara qu'il faut en finir avec le statu quo et l'immobilisme dans la crise au Niger. Il a demandé à ce qu'une solution soit trouvée à la satisfaction de tout le monde. Les 2 différentes interventions ont eu lieu dans un intervalle de 8 jours, fait remarquer Fraternité. Le Bénin et le Togo reconnaissent la souffrance des peuples à cause des sanctions infligées au Niger par la CEDEAO. Et ceci est une bonne nouvelle selon Fraternité. Réhabilitation du lac Aimé, Seycheno, l'amorce de la résurrection d'un fleuron économique en péril. Ceci est bien schématisé à la une du quotidien de service public. Les résultats de la restauration amorcée du complexe
fluvio-lagunaire avec le programme intercommunal de réhabilitation du lac Aimé et ses chenaux à Pricor. Le dragage pilote du carrefour critique de Djondji-Honklou avance beaucoup et les résultats se font déjà sentir, constate La Nation. Pour vous en convaincre, un petit tour sur les rivages de l'océan Atlantique de la porte du non-retour à Djondji, commune de Ouida, et vous verrez que le balai de camions rime avec un tourbillon de poussière en ce temps brumeux d'Harmattan. À hauteur du village de Meko, sommairement rechargé, se dressent majestueusement des dunes de sable oblitirant la vue panoramique sur mer. Cette première phase, rapporte La Nation, a permis de réhabiliter environ 208 hectares sur le plan d'eau avec une profondeur moyenne de 6 à 7 mètres par endroit. Le site de dragage concerne les villages de Djondji dans l'Atlantique, de Honklou, arrondissement d'Avlo, commune de Grand Popo, de Meko dans la lagune côtière de Ouida et s'étend à Doklobwe dans la lagune de Grand Popo et au hameau de Hata dans le chenal Aro. Et sur le site, un reboisement de mangroves est fait sur 12 hectares. Techniquement, on parle d'un succès, mais son déroulement laisse quelque peu un goût amer à une partie de la population dont les doléances à l'endroit des autorités sont restées lettres mortes, selon le quotidien de service public. Mais quoi qu'on dise, il s'agit d'un programme salutaire. Cela va permettre de limiter les effets de l'inondation du fleuve Mono et de développer la pêche continentale, conclut le journal. Pour conduire l'Union africaine, c'est le Mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani qui a été désigné à l'issue du 37e sommet de l'organisation. Mais après de longs mois de tractations, parce que les discussions ayant abouti à la désignation du président mauritanien à la tête de l'Union africaine ont été ardues, selon Jeune Afrique. Et pour cause, son homologue tunisien était lui aussi très motivé pour occuper ce poste. Rébellion du M23 en RDC, fuite sans fin et vie intenable. Les populations du Nord Kivu continuent d'affluer massivement ces derniers jours vers Goma, où elles fuient les affrontements qui opposent l'armée congolaise et les groupes armés alliés au mouvement du 23 mars, dit M23, nous apprend France Culture. Ces dernières semaines, la situation s'est davantage détériorée dans le Nord Kivu. En cause, la résurgence des attaques des rebelles du M23, soutenues, dit-on, par le Rwanda. Depuis lors, les tensions entre les deux pays se sont intensifiées, amplifiant le risque d'une confrontation militaire directe, observe le confrère burkinabé. Les signes sont palpables et malheureusement, les médiations en vue d'un apaisement ont échoué. Or, un affrontement armé entre les deux voisins n'est pas la solution, plaide le pays. C'est d'ailleurs une option qu'il faut abandonner, d'autant plus qu'aucun des deux pays n'en sortira gagnant. La communauté internationale va-t-elle y assister impuissante ou va-t-elle entreprendre d'autres initiatives pour trouver une solution négociée à cette crise qui a déjà fait des milliers de morts et de déplacés? Question. En tout cas, la crise a atteint son paroxysme au point qu'aujourd'hui, les premiers responsables des deux pays ne veulent plus se voir, même en peinture. Le ton est belliqueux et chacun se dit prêt à en découdre avec l'autre, constate bien d'observateurs. Merci à vous, cher Marcel Arossi. C'était donc à l'instant l'actualité vue, traitée et relayée par les canards parus au cours de la semaine. Le regard de nos décrypteurs sur l'actualité nationale, c'est dans la rubrique 7 jours au Bénin. Relecture du code électoral, on en parle et je démarre avec vous, cher Gabin Goubi. Deux textes ou deux propositions de loi s'affrontent actuellement sur la table des députés à l'Assemblée nationale. Il s'agit de celle portée par l'honorable Akina Tondé du parti Union Progressiste Le Renouveau et l'autre que défend l'honorable Nourenou Achade du parti Les Démocrates. C'est une actualité que vous avez suivie. Votre quotidien Le Matinal a d'ailleurs publié l'intégralité des deux textes. Quelles en sont les substances ? Évidemment, vous avez parlé de deux propositions. Je parlerai peut-être de thérapie parce que c'est suite à la décision rendue par la Cour constitutionnelle le 4 janvier dernier et que les députés, dans la recherche donc de solutions aux problèmes posés, à savoir rétablir la légalité du parrainage des maires pour les candidats à la présidentielle de 2026, mais également rendre conforme à la Constitution béninoise, l'article 142 du Code électoral. Et je pense que dans la recherche donc de solutions aux problèmes posés et par la Cour suite donc à sa saisine par un recours introduit par le citoyen, le compatriote Kodjo Bero, je crois.
Donc il y a eu que, d'abord dans un premier temps, il y a eu cette proposition de loi du député Hassan Seibou qui a donné lieu à une flopée de polémiques au sein de l'opinion. Donc la plupart des sensibilités politiques préalablement consultées par le chef de l'État ont donné leur position par rapport à cela. Donc on a noté qu'il y a assez de réticences, y compris des partis de la mouvance présidentielle, même si ils ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale. Et donc la proposition du député Akhenaton dont vous avez parlé tantôt est venue comme un plan B, puisque il aurait besoin là juste d'une majorité relative pour la faire passer. Et donc dans cette proposition-là justement, cette question du parrainage a été réglée parce que dans les motifs, dans la justification de la posture ou bien des approches proposées par le député, il a clairement dit que les parrainages vont échapper aux députés actuels, c'est-à-dire aux députés de la 9e législature, et que si on doit rester conforme aux soucis de légalité, de légitimité, mais également de la légalité, il faut que ce soit les députés qui seront élus à l'issue des élections prévues pour se tenir le 11 janvier 2026 qui parrainent. Donc je pense que c'est dans une certaine mesure ce que la Cour constitutionnelle avait indiqué, même si elle n'a pas formellement demandé aux députés de faire un choix entre ceux qui sont actuellement en fonction et ceux qui seront élus. C'est la solution qui a été trouvée et qui est un peu en déphasage avec la première proposition, la proposition portant révision de la Constitution, où le député Hassan Seibou postulait plutôt pour que l'ordre des élections soit interverti, c'est-à-dire que la présidentielle passe avant les élections législatives. Donc je pense que fondamentalement, si on fait une étude, une comparaison des deux lois, c'est-à-dire des propositions qui sont sur la table, même si la seconde proposition sur la modification du code électoral, c'est-à-dire celle par le Parti des démocrates, est actuellement en sursis parce que ça a donné lieu à une tension lors de l'ouverture de la plénière qui est actuellement en cours et qui sera réouverte demain. Je pense que dans cette proposition-là, il est proposé que ce soit plutôt les députés de la présente législature qui parrainent, à condition que les parrainages soient ouverts du 1er au 15 janvier 2026. Il y a également d'autres propositions, à savoir la question de caution. Ils ont proposé que la caution soit revue à la baisse parce qu'ils estiment que le montant qui a été indiqué dans le code est totalement exclusif. Ils ont également demandé à ce que le quitus fiscal ne fasse plus partie des conditions. Ils ont également parlé du certificat de conformité. Ils ont voulu qu'on supprime l'exclusivité donnée au coordonnateur d'arrondissement d'organiser les élections et que ce soit désormais une commission qui s'en charge. Bref, ils ont opté pour une révision beaucoup plus profonde, pour des modifications beaucoup plus profondes du code électoral pour régler donc plusieurs questions à la fois. Maintenant, je pense que la plénière sera souveraine. On verra si déjà dès demain, le président Louis Vlavonou, qui n'avait pas pris connaissance du document selon ce qu'il avait dit à l'ouverture de la session mercredi dernier, a finalement pu l'avoir, et on verra s'il va l'affecter soit à la commission des lois ou s'il faille convoquer une autre session pour véritablement aborder le sujet. Alors, Mehdi Sabouenko, l'Union progressiste, le renouveau, qui s'oeuvre donc sur la légitimité, la légalité, LE accent aigu, G-A-L-I-T-E accent aigu, et l'égalité, L apostrophe, E accent aigu, G-A-L-I-T-E accent aigu. Comme dans un cadre. Voilà. Et de leur côté, les démocrates qui proposent donc la réduction, entre autres de la caution pour les élections, la réduction des suffrages nécessaires pour les partis, pour pouvoir prétendre au partage des sièges, la suppression de certaines pièces et puis la création d'une commission d'arrondissement et également d'un comité ad hoc. Lecture et appréciation. Bon, cette diversité de propositions que nous observons dans le cadre de ce débat en cours à l'Assemblée nationale apparaît comme une expression de la vitalité de notre démocratie. Parce que, il faut le rappeler, que nous avons eu une forme de parlement dont la configuration a évolué aujourd'hui, où toutes les tendances sont représentées, et de ce point de vue, du moment où nous avons
les députés de la mouvance avec ceux de l'opposition qui siègent tous à l'hémicycle face à des questions aussi déterminantes dans l'avenir politique même de ces partis, puisque la finalité, c'est l'organisation des élections présidentielles. C'est déjà la finalité de tout ce débat qui est ouvert. C'est en perspective de la présidentielle de 2026 que ce débat est engagé. Donc, du moment où les partis politiques sont des organisations ayant vocation à conquérir et exercer le pouvoir d'État, on le sait, et qu'il y a déjà des problèmes qui se posent, c'est tout à fait normal que chaque bloc ou chaque camp cherche à prêcher pour sa paroisse, à donner son point de vue, dire ce qu'il pense. Et je perçois les diverses propositions, donc les guerres de propositions de loi, comme une situation normale. Et de mon point de vue, c'est le contraire qui aurait posé problème. Qu'on dise par exemple que c'est un camp qui a soumis et que les autres n'ont rien à dire. Or, aujourd'hui, les démocrates sont à l'Assemblée, se battent et s'affirment beaucoup. Donc ça sonne bien qu'on dise que les démocrates aussi ont fait une proposition. Maintenant, l'idéal ou bien le souhait au bout du rouleau, c'est que ces deux propositions soient mises dans la balance et qu'au nom du consensus, étant en tant que principe à valeur constitutionnelle, que les députés arrivent à s'entendre pour puiser au besoin dans chaque proposition ce qui est pertinent, ce qui est utile et ce qui doit contribuer à faire avancer le débat politique. Et là, il faut également faire très attention. C'est comme vient de le souligner le confrère Gabin Goubi, ces questions sont aujourd'hui sur le tapis parce qu'il faut régler un problème. Il ne faut pas qu'en voulant régler ce problème, qu'on crée encore d'autres pour l'avenir. Donc cette fois-ci, que les députés lisent correctement les textes pour qu'il n'y ait plus d'erreurs pour l'avenir, puisque c'est déjà heureux que ces erreurs soient découvertes plus tôt pour être corrigées pratiquement encore à 2 ans de la présidentielle. Mais si c'était qu'on était pratiquement déjà à la veille très proche que ces irrégularités se révélaient au grand jour, la résolution serait encore beaucoup plus compliquée. Donc il faut désormais bien réfléchir pour que les choses soient bien faites, que nous ayons des lois sans faille, les divergences soient aplanies, que les partis tombent d'accord sur les diverses propositions. Maintenant, quand on observe les propositions qui sont faites de part et d'autre, ce qui est sûr, il doit y avoir quand même d'idées intéressantes de part et d'autre. Lorsque nous analysons ce que les démocrates ont apporté, on sent quand même une intention, ou bien on note une intention de proposer des mesures pouvant permettre d'anticiper, par exemple, la fraude électorale. Par exemple, le point où il est dit désormais, il faut que les commissions électorales à la base, le refus de remettre de procès verbal doit être considéré comme une faute. Donc on sent quand même une volonté de voir encore plus clair dans les chiffres à la base. Et du côté de l'Union progressiste, le renouveau? Bon, du côté de l'Union progressiste, le renouveau, le débat sur le principe d'égalité, c'est une idée noble, parce que quand on dit égalité, ça voudrait dire, cela s'entend ou doit se comprendre comme quoi il faut donner les mêmes chances aux députés communs. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, lors du débat, il reviendra aux parties prenantes de voir l'option la plus opérationnelle et la plus bénéfique pour la démocratie. Alors justement, au croisement de toutes ces propositions, Stanislas Amoah, comment entrevoyez-vous l'aboutissement de cette relecture qui tient pratiquement tout le monde en haleine? Oui, je pense et je crains d'ailleurs qu'on ne perde suffisamment de temps dans cette actualité, parce que
Pour moi, demain n'est pas la veille. Quand on a vu un peu ce qui s'est passé en cours de semaine et qu'on sait un peu je ne parlerai pas de tension comme Gabin, mais bon, on sait que ça n'a pas du tout été mince au niveau du Parlement. C'est allé dans tous les sens. Voilà, un ordre du jour, un document dont on n'avait pas connaissance et tout ce qui va avec. Je crains qu'on ne nous perde du temps sur ce sujet-là qui, ma foi, paraît quand même simple. Parce que vous savez, de mon point de vue, tout ceci s'inscrit dans la droite ligne de la rencontre que le chef de l'État a eue avec toutes ces composantes-là. Vous vous en souviendrez, il y a quelques semaines en arrière, il a reçu justement les élus de la nation, les députés, toutes tendances confondues. Et donc, j'estime que chacun, selon son bord politique, a interprété la séance qu'il a eue avec le chef de l'État et veut tirer le drap de son côté. Parce que moi, je ne conçois pas aujourd'hui qu'il y ait déjà plusieurs propositions sur la table pour un même objectif, c'est la présidentielle de 2026. Et c'est là justement que le bas blesse. Très souvent, toutes les batailles auxquelles on assiste, toutes les discussions, toutes les empoignades auxquelles on assiste à l'hémicycle, ce n'est que pour un objectif à court terme. C'est ça qui n'est pas bien au-delà même de la démocratie béninoise, dans les démocraties africaines, c'est ça qui n'est pas bien. Parce que vous verrez qu'une fois la présidentielle 2026 passée, on va s'entendre et tout, une fois passée, dès qu'il y aura une autre élection, on reviendra encore avec les mêmes députés ou de nouveaux députés pour parler. Donc, soit plus futuriste. Exactement. Je voudrais que le débat politique, au-delà de ce qu'il soit plus futuriste, s'inscrive dans la durée. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, si on me parle de ce qu'il faut enlever le quitus fiscal, j'estime en tant que journaliste qu'il y a un problème et que là nous sommes en train de régresser. Pourquoi? Pour la simple et unique raison que on a déjà participé à des élections avec le quitus fiscal. Et en son temps, tous les partis politiques confondus, qu'ils soient de la mouvance ou de l'opposition, chaque acteur, chaque candidat s'était plié en mille pour répondre à ce besoin-là. Alors d'où sort-il aujourd'hui qu'on demande à ce que cela ne fasse plus partie, même si c'est à l'étape de proposition? Moi, je m'interroge. Et quand bien même nous sommes à la base des électeurs ou le peuple, et que ceux-là qui aspirent à nous diriger ne voudraient pas s'acquitter de leurs impôts, parce que quand on me dit quitus fiscal, c'est qu'on s'est déjà acquitté de son impôt. En français facile, c'est ça, pour tous ceux qui nous suivent. Donc, si par exemple on veut qu'on enlève ce document-là, c'est qu'on est en train de dire indirectement que ceux qui aspirent à nous diriger ne doivent pas s'acquitter de leurs impôts. Et là, c'est grave, ce sera un recul. Et donc, j'estime qu'il faut aller sur des sujets essentiels par rapport au parrainage pour l'élection présidentielle de 2026. S'il faut que les élus en poste parrainent les futurs candidats, d'accord, mais entendons-nous sur l'essentiel au lieu d'aller dans tous les sens. Parce que j'estime que derrière tout ce à quoi on assiste, il y a comme une sorte de diversion. On va nous amener ailleurs et, comme on le dit peut-être au football, placer la passe décisive à gauche. Donc j'estime que vraiment il faut se concentrer sur la question, vider au plus tôt ce dossier parce qu'on n'a pas que ça à faire. Le Bénin célèbre cette semaine les 34 ans de la Conférence nationale des forces vives, des assises qui se sont déroulées du 19 au 28 février 90. Acte fondateur de la démocratie avec pour principaux acquis le multipartisme, la démonopolisation de la presse et la liberté d'expression, bon, pour ne pas tout citer. Tout à fait. C'est vrai que je ne peux pas dire que j'étais témoin de cet événement parce que c'est passé, je crois, un an avant ma naissance. Mais j'estime que aujourd'hui, c'est quand même, au vu de l'histoire et de ce que j'ai appris par la suite, ça a été quand même un pas important de l'histoire politique de notre pays. Je regrette fondamentalement qu'il y ait des acteurs majeurs de cette période-là de notre pays qui ne soient plus en vie aujourd'hui. Des acteurs majeurs, voilà, les Issou, Mathieu Kérékou, ancien président, il y en a beaucoup qui ne sont plus là, mais bon, il y a d'autres aussi qui sont là, donc voilà, et qui pourront quand même sauvegarder ce qui peut l'être. Et la conférence des forces vives de février 90, moi, à chaque fois qu'on l'évoque, j'ai un pincement au cœur pour d'abord le lieu qu'il a abrité, le PLM à Ledjo.
je crois que plusieurs médias sont revenus après sur ce que devient ce lieu-là, qu'est-ce qu'on pourrait en faire et tout, parce que c'est bon de raconter l'histoire. Mais un lieu comme ça, regorgé de tout ce symbolisme-là, avec tous les débats qu'il y a eu, aurait pu être valorisé autrement, ce qui n'est pas le cas. Alors, au-delà de ça, les acteurs qui ont participé à la construction de ce pan de l'histoire de notre pays, qu'est-ce qu'ils en retiennent et qu'est-ce qu'on fait pour la consolidation des acquis? Ne l'oublions pas, cette conférence, selon l'histoire, ce que j'ai appris, c'est qu'elle a été un modèle et ça a servi d'exemple à d'autres conférences dans la sous-région qui n'ont pas eu le même succès que celui du Bénin. Ça, on oublie souvent de l'évoquer. Il y a d'autres pays de la sous-région qui ont tenté l'expérience, mais ça n'a pas forcément eu le même succès que celui que le Bénin a organisé en 90. Donc j'estime que c'est un acquis, mais il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait du PLM à Ledjo? Qu'est-ce que les acteurs politiques aujourd'hui font? Et même au-delà, j'estime que dans notre système éducatif, dans les curricula de formation, il faut trouver une brèche pour enseigner chaque pan de cette histoire-là qui, qu'on le veuille ou pas, nous identifie à plusieurs points de vue. Mehdi Sakbenko, vous avez publié une chronique sur le sujet courant cette semaine. Vous êtes revenu notamment sur les figures majeures de ces assises. Bien sûr. Donc les figures majeures de ces assises de février 1990, et dans la chronique que vous évoquez, il a été dit que certaines de ces grandes figures sont déjà décédées. Bon, c'est le cas du général Mathieu Kérékou, qui était chef d'État au pouvoir dans le temps. Donc, il a joué un rôle très important dans l'organisation de cette conférence pour avoir marqué son accord. Puisqu'il était quand même au pouvoir, donc il était question qu'il accepte d'abord que la rencontre se tienne avant que l'organisation ne soit possible. Bon, et le regretté professeur Albert Tevoy Djiré, qui a été rapporteur général, bon, qui fut également une grande figure, et dame grâce à Damon d'Almeida. Bon, donc, cependant, il y a également encore des vivants. N'oubliez pas le prélat, Monseigneur Isidore justement, de Souza. Voilà le prélat, Monseigneur Isidore de Souza, qui avait su conduire les travaux de main de maître avec toute la sagesse requise, et aussi des participants sont encore en vie, à qui il convient de rendre hommage, comme le président Nicéphore Soglo, qui était un invité, le constitutionnaliste professeur Anzo, et beaucoup d'autres, Oudou Ali, bon, voilà. Donc, Maître Robert Dossou. Maître Robert Dossou. Donc, c'était une grande rencontre dont le succès a rehaussé l'image du Bénin à l'international. Comme le soulignait Stan, le Bénin a été le laboratoire de la démocratie en Afrique. Nous avons inspiré plusieurs pays de la sous-région. Ça n'a pas toujours prospéré quand ils nous ont imités. Alors, quid aujourd'hui des acquis de la conférence nationale? Bon, lorsqu'on parle des acquis de la conférence nationale, moi je regarde beaucoup plus du côté de notre constitution, puisque c'est la constitution, c'est la conférence nationale qui a conduit, qui a accouché la constitution de 1990 et qui a défini les grandes orientations du pays en termes d'institutions. Donc les institutions mises en place au cours de la conférence nationale, elles sont encore là, l'Assemblée nationale, et la Cour constitutionnelle, la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, le Conseil économique et social. Seulement qu'avec la nouvelle révision, il y a d'autres institutions qui sont venues par la suite, comme la Cour des comptes, qui n'était pas au départ une institution prévue par la conférence de 1990, mais chemin faisant, le besoin s'est fait sentir de créer une institution du genre pour s'ajouter au capital, c'est-à-dire aux acquis de la conférence nationale. Au-delà des acquis, il y a eu des innovations apportées par la suite dans la Constitution, dont la question dont nous discutons, la question du parrainage, qui n'était pas initialement prévue. Donc ça, c'est les innovations qui sont venues s'ajouter aux acquis définis par la conférence de 1990. Kabengou Biyi, quel regard portez-vous, jetez-vous sur la marche de la démocratie béninoise?
Oui, on fait un bilan mitigé, 34 ans après. C'est vrai, la conférence a été, vous l'avez rappelé, vous l'avez dit, l'acte fondateur de notre démocratie. Mais 34 ans après, je pense que fondamentalement, il y a beaucoup de choses à dire. Est-ce que doit-on dire aujourd'hui qu'on est en démocratie? C'est vrai que comparativement à certains pays, on peut se réjouir de ce que, au moins ici, nous avons une certaine liberté de penser, une certaine liberté de parole. Et si nous sommes sur votre plateau en train d'apporter notre contribution au débat public, en train d'opiner sur les questions relatives à l'actualité nationale, c'est en vertu de cette liberté. Ça veut dire qu'on est en démocratie quand même. Bon, ça ne se limite pas qu'à cela justement. Donc notre démocratie se vit avec ce que nous pouvons adopter comme contexte et tout, même si, parce que beaucoup continuent de penser que la démocratie aujourd'hui c'est de l'anarchie, si bien qu'on a une certaine facilité à déceler des excès au niveau des dirigeants quand on tente de réprimer tel acte ou de corriger ceci. Nous sommes un peuple assez tolérant par rapport à certaines choses qui ne riment pas forcément avec la démocratie. Donc vous savez, la démocratie, ce n'est pas encore ça. Bon, nous quand même, on a ce mérite-là d'avoir imprimé la dynamique, d'avoir montré comment un peuple peut se lever et transcender les clivages pour aller s'asseoir et discuter de questions essentielles. Je pense que dans le contexte qui était celui de 1990, les solutions qui avaient été trouvées étaient de l'avis des conférenciers, de ceux qui avaient participé donc à ces assises historiques, les solutions idoines aux maux qui minaient donc le pays. Donc je pense qu'on ne peut pas leur faire ce procès-là. Mais quand certains disent aujourd'hui que bon, il vaut mieux retourner à ce qui avait été décidé en 90, je pense que nous avons fait du chemin. Le contexte aujourd'hui a beaucoup évolué. Ce n'est plus forcément avec les mêmes instruments que le monde se développe. Donc il faut comprendre que les réalités, il faut comprendre que les réalités ne sont pas forcément les mêmes. Quand beaucoup disent aujourd'hui qu'il faut retourner au multipartisme intégral, écoutez, bon, le multipartisme intégral, si on fait le bilan, est-ce que ça a apporté fondamentalement quelque chose de positif au pays? C'est vrai que beaucoup ont surfé sur des micro-partis tout le temps. Il y avait des partis de région, des partis même de quartier. Et bon, ça ne donne pas forcément une vitalité. Comme le dirait l'autre. Donc on ne peut plus revenir, même si c'était considéré comme des acquis en son temps. Je pense qu'aujourd'hui, avec le contexte, avec l'environnement dans lequel nous vivons, ces solutions-là ne sont plus forcément adaptées à notre contexte aujourd'hui. Bon, je pense que la démocratie, après 17 ans de marxisme-léninisme, il fallait quand même s'asseoir et reconfigurer un peu les fondamentaux du pays, ce qui a été fait à l'époque. Et il faut quand même décerner un satisfecit et saluer la mémoire de tous ces braves compatriotes, de tous ces aînés qui ont transcendé un peu leurs égos pour s'asseoir et définir un peu les fondements de ce que peut être notre démocratie. Aujourd'hui, on se réjouit, nous sommes peut-être des fruits de cette époque-là, même si nous étions trop jeunes à l'époque. Donc je trouve que c'est quand même bien, mais aujourd'hui forcément, il faut dire que ça a pris le temps. Ça a fait son temps. On vous aura compris, cher Gabin Goubiyi, et je reste avec vous, chers débatteurs, pour arpenter le boulevard du décryptage de l'actualité internationale. C'est dans la rubrique Interactu. Mehdi Sagbenko, le président sénégalais Macky Sall, était face à la presse sénégalaise jeudi dernier, et ce suite au veto imposé par le Conseil constitutionnel. Les sages sénégalais qui n'ont pas voulu parrainer ou cautionner ce report de la présidentielle qu'a évoqué Macky Sall. Macky Sall qui finalement dit qu'il quittera le pouvoir le 2 avril. Macky Sall qui promet un dialogue national. Vous avez suivi un peu cette actualité au cours de la semaine? Bien sûr. Bon, il faut saluer d'abord la perspicacité de ce Conseil constitutionnel qui a rejeté cette demande de prorogation du mandat constitutionnel, puisque cette décision est de nature à préserver la paix dans un pays déjà dans lequel il y a déjà beaucoup de tensions. Et figurez-vous, par exemple, qu'on dise que
le Conseil constitutionnel a donné feu vert à la proposition du président Macky Sall, ça aurait pu peut-être conduire le peuple à retourner dans la rue de contestation en contestation avec des vandalismes, des actes de vandalisme, et personne ne pourra imaginer jusqu'où cela pourra conduire. Donc c'est déjà heureux que le Conseil constitutionnel ait décidé de limiter les dégâts en décidant de dire le droit. Toutefois, il y a quand même une incertitude qui plane sur la suite des événements. Parce que l'élection présidentielle devrait normalement se tenir en ce jour de dimanche. En ce jour de dimanche 25 février. Ça a été reporté au 15 décembre. Au 15 décembre. Mais initialement reporté au 15 décembre, alors que le délai butoir dont dispose le président pour laisser le pouvoir, c'est le 2 avril. Mais maintenant que la Cour a désavoué le président dans sa démarche d'aller au-delà du temps réglementaire, l'intervention, la conférence de presse, la sortie médiatique devrait nous situer sur la date. La date de façon concrète, oui. Mais il y a cette précision qui a manqué, puisque là maintenant, que le débat est référé à un dialogue national pour pouvoir trouver des solutions. Or, en toute analyse, on peut se dire, mais si ce n'est pas un dialogue national qui a demandé de reporter, c'est que dans l'ordre des choses, l'instance qui a décidé de créer le problème doit être en mesure de proposer elle-même, en tant qu'institution, la porte de sortie de la crise. Gabin Boubi, pourquoi Macky Sall entretient-il ce flou artistique autour de la date de la présidentielle? Non, je pense que Macky Sall n'a pas encore compris que sa sortie a eu comme un goût d'inachevé parce que les Sénégalais s'attendaient quand même à ce qu'ils puissent nous dire maintenant, oui, à telle date on ira. Non, mais il s'est lancé dans du dilatoire. Je pense qu'il a intérêt à faire aujourd'hui amende honorable. Amende honorable pour sauver le peu de crédibilité qu'il lui reste. Parce que c'est lui qui a à l'origine de tout ce que le Sénégal vit aujourd'hui, de ce blocage vers lequel le Sénégal est en train d'aller. Et je pense que plutôt que de penser organiser des assises avec les acteurs politiques, déjà que sur les 19 candidats dont les dossiers ont été validés, il y a 16 qui ont dit qu'ils ne seront pas présents aux assises qui vont se tenir dès demain. Je pense que Macky Sall a intérêt à laisser le jeu se faire. Ce qu'on lui demande, c'est très simple. La décision du Conseil constitutionnel sénégalais a été claire. Il faut qu'il convoque le corps électoral à une autre date, quitte à permettre de laisser le pouvoir. Il est prêt à laisser le pouvoir, il le dit, encore que, même s'il le dit, personne ne le croit. Il promet, entre autres, la possibilité d'une loi d'amnistie pour la libération d'Ousmane Sonko. Il n'a même qu'à laisser tout ça. Je pense que il se cherche des bouées de sauvetage, il cherche des portes de sortie pour soigner un peu son image en fin de mandat. Il n'est plus à cet état. Il s'est décrédibilisé en reportant de façon unilatérale et dans un contexte totalement opaque les élections qui étaient prévues pour se tenir à une date donnée. Ne pensez-vous pas qu'il veuille se racheter actuellement? Oui, c'est ce qu'il est en train de faire justement, en décidant d'ouvrir la porte à tout le monde, en jouant les bons samaritains, l'homme du peuple, aujourd'hui pour permettre la libération de Ousmane Sonko et du candidat du PASTEF qui est en prison et tout. Donc je pense que Macky Sall a intérêt à laisser le jeu se faire. Parce qu'aujourd'hui, c'est sa personne même qui a le problème au niveau du Sénégal. Plus sa parole n'influence plus personne, c'est-à-dire il n'a plus de crédibilité. Après donc le volte-face qu'il a voulu faire, le forcing qu'il a voulu faire qui n'a pas marché, on salue la dextérité d'ailleurs et la clairvoyance de ces juges, de ces éminentes personnalités du Conseil constitutionnel sénégalais. Et je pense que Macky Sall a intérêt à laisser le jeu se faire, à convoquer personnellement une date. Il n'a qu'à s'entourer de juristes, de conseillers qui savent le faire, convoquer l'élection à une nouvelle date, raccourcir le calendrier. Le peuple sénégalais est prêt à faire le sacrifice pourvu qu'il laisse le pays et va à autre chose après ces 12 ans de pouvoir. Stanislas Amoua, Macky Sall qui est dans un tourbillon indescriptible, les Sénégalais sont restés sur le fin suite à cet entretien télévisé. Oui, en fait, j'aurais une lecture peut-être qui va vous surprendre. J'estime que Macky Sall est en train de bien se racheter. Pourquoi? Parce que sa sortie de la fois dernière n'était pas vraiment attendue.
Osons le dire, depuis qu'il y a eu cette situation au Sénégal, oui, le Conseil constitutionnel, que je salue au passage, le Conseil constitutionnel du Sénégal l'a désavoué, a demandé d'organiser les élections dans les meilleurs délais. Je salue la séparation des pouvoirs qui est encore, en tout cas de ce point de vue-là, une réalité dans ce pays, parce qu'il y a d'autres points de vue, ce n'est pas toujours le cas. C'est chose rarissime sur le continent. Exactement. Mais je pense que la sortie de Macky Sall n'était pas attendue. Quand cela avait été annoncé, je me suis dit, waouh, ces communicants ou ces conseillers, franchement, lui ont donné de bons conseils. Maintenant, attendons de voir. Mais là où je ne suis pas d'accord avec Gabin, c'est que, vous savez, il y a ce qu'on appelle la parole du chef. Et quand le chef estime, à un moment donné, que sa parole n'est plus trop prise au sérieux, il fait tout pour réitérer en fait sa parole. C'est ce que Macky Sall a fait. Il l'a dit, je l'ai vu, il a pratiquement levé la main pour dire que solennellement, il va terminer sa mission à la tête du Sénégal le 2 avril. C'est déjà un pas. Même si... Non, attendez. La Constitution a demandé, non, bon. Et s'il ne l'avait pas dit, par exemple, s'il ne l'avait pas dit... Il n'a même pas dit. Non, vous savez, les naïfs, je vais vous dire... On va laisser ça aller au bout de D'accord, d'accord. Gabin, je vais vous dire. C'est un peu comme, établissons la parallèle, c'est un peu comme au Bénin. Est-ce qu'on peut aujourd'hui compter combien de fois Patrice Talon a dit qu'il ne fera pas un troisième mandat? Nous n'allons pas faire ce débat. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Macky Sall a dit, il a encore redit qu'il va terminer sa mission à la tête du Sénégal le 2 avril. Donc croyons-le sur ça. Parce que s'il ne l'avait pas dit, vous serez les mêmes à dire, mais il a fait cette sortie, mais pourtant il n'a rien dit par rapport au 2 avril. Mais qu'ils le disent maintenant, on dit que... Mais toujours pour respecter la Constitution, les Sénégalais iront aux urnes pour choisir son remplaçant quand? Oui, par rapport à ça, j'estime que, et c'est là que je vais vous surprendre, en l'état actuel des choses, Macky Sall n'a pas vocation ou les pleins pouvoirs à fixer une date. Mais il a eu à reporter le scrutin. Oui, je vais vous le dire, parce que le contexte actuel est différent. Pour la simple et unique raison qu'on a évoqué la possibilité d'un dialogue national. Et tenez-vous tranquille. Un dialogue qui est déjà boycotté. Non, attendez. De dire... Tenez-vous tranquille. Le dialogue national est prévu pour durer 2 jours. Alors, ce n'est pas une semaine, ce n'est pas un mois. Un dialogue national sans Ousmane Sonko, vous pensez que c'est la recommandation? Non, j'estime, parce que Macky Sall, la question lui a été faite. Il dit qu'il n'est pas contre ça. Espérons que d'ici là, cela se fasse. Mais j'estime que les opposants... C'est juste 2 jours de dialogue. Oui, je sais. J'estime que les opposants ou les acteurs politiques sénégalais qui ne voudraient pas participer à ce dialogue ont tort. Parce que, il y a un proverbe de chez nous, je ne vais pas dire ça en fond, mais quand on vous appelle, il faut y aller d'abord. C'est ce qui vient après l'appel que vous êtes en droit de refuser. Donc, ils peuvent assister au dialogue et poser leurs problèmes. Mais rester à la maison et dire on ne participe pas, ils ne feront qu'envenimer la situation. Moi, j'estime jusqu'à preuve du contraire qu'il n'y a pas de problème au Sénégal. C'est Macky Sall qui s'est immixé maladroitement dans le processus électoral qui est en cours, en décidant de reporter les élections, en faisant voter une loi au Parlement et en exfiltrant pratiquement de l'hémicycle des députés qui ne parlent pas de la même voix que lui, tout simplement parce que tout le monde le sait. Aujourd'hui, son candidat, Amadouba, n'est pas en bonne posture. Il n'est pas. Les sondages montrent que les carottes. Le torchon brûle actuellement entre les deux hommes aussi. Dans tous les cas, on attend de voir. Mais moi, j'estime que Macky Sall aujourd'hui, il a perdu assez de crédit en dépit de son discours prononcé le 3 juillet où il a donné des assurances de ce qu'il va quitter le mandat. Le doute a persisté. Et le coup de force qu'il a fait en reportant les élections a jeté un peu du doute sur sa volonté réelle de partir du pouvoir. Et même, ça fait déjà plus d'une semaine que le Conseil constitutionnel a sorti sa décision. Et pourquoi il traîne tant qu'il prenne une date si la date on vous aura compris, Cheikh Gabin. Mais dis ça encore 30 secondes pour finir avec la question. Oui, c'est de repréciser que du moment où la décision de report a été prise par le chef de l'État qui a signé le décret pour dire qu'il veut reporter, avant d'être désavoué par la Cour, normalement, la même autorité doit être en mesure de proposer une nouvelle date pour les élections. Dans l'immédiat. Et c'est en agissant de la sorte que la conférence de presse de la fois du jeudi passé aurait pu convaincre. C'est-à-dire, on aurait pu s'attendre à ce qu'on nous informe de la nouvelle date, mais jusque-là, c'est l'expectative, c'est le statu quo. Or, il y a un impératif en termes de délai à ne pas franchir, le 2 avril. Donc, c'est là le vrai problème au Sénégal. Donc, c'est beaucoup plus...
Sur la question, oui. si vous le permettez rapidement, oui, on va finir. Oui. Si Macky Sall avait projeté le dialogue national pour fin mars, j'aurais compris. Alors, laissons cette semaine, c'est juste 2 jours. Si après les 2 jours, il n'y a pas une date qui en sort, on pourra faire le débat après. Mais on ne peut pas faire justement, on ne peut pas préjuger de quelque chose actuellement. Dernier chapitre de l'émission, la rubrique potin de la toile. Et c'est un sujet qui va particulièrement vous intéresser, Stanislas Samoa, je vous sais journaliste culturel, l'artiste rappeur Vano Baby n'est plus un cœur à prendre. Des images ont fuité sur la toile, le montrant dotant sa femme, un mariage traditionnel, savamment orchestré. Oui, bien évidemment, je ne sais pas si je trahirai un secret en disant que bon, j'étais informé un peu de l'organisation de tout ça. Bon, en tout cas, j'étais informé un peu de tout ça. Oui, Vano Baby a décidé d'officialiser parce que il s'est marié traditionnellement, si vous le voulez, avec celle qui lui a fait son second enfant, parce qu'il en a 2. Il avait eu une fille quand il était sur les bancs de l'école, voilà, qui est âgée maintenant. Donc c'est celle qui lui a fait le deuxième enfant. C'est avec celle-là qu'il a officialisé son union. J'estime que cela montre... C'est une régularisation. Oui, c'est une régularisation. Et j'estime que cela participe, au-delà de la crédibilité, de l'image aussi de nos artistes, de nos vedettes, si on peut le dire ainsi. Parce que Vano, on connaît son registre de musique. On sait que, voilà, très souvent, il est décrié par une certaine catégorie, même si de plus en plus, il est en train de réorienter sa musique pour se faire aimer par plus d'un. Les artistes, c'est un peu comme nous, les personnages publics, quand vous êtes dans un métier et tout, il faut à un moment donné reconnaître que nous avons une vie privée. Et donc Vano, il a une vie privée, il a décidé de sceller l'union et de reconnaître le mérite à cette femme. Parce que j'estime que la dot, le mariage traditionnel est une reconnaissance à la femme. Voilà, ce n'est pas forcément gage de fidélité à elle, loin s'en faut, mais c'est quand même une marque de reconnaissance. Je te reconnais tout l'amour que tu dévoues pour moi, tout le sacrifice que tu fais pour moi au quotidien. Et Vano Baby, c'est quelqu'un... Oui, quelque part, parce que quand même, vous savez, ce n'est pas facile d'être femme ou compagne d'un artiste comme Vano Baby. Et donc, tout ce que la dame supporte et tout, franchement, ce n'est pas facile. Donc, décider de l'honorer auprès de ses parents, je pense que Vano a fait un bon pas. Et il est sur la trace de ces artistes-là qu'on voit, notamment en Côte d'Ivoire, qui convolent en juste nôtre, qui, régularisent leur situation. C'est toujours bon, quand vous êtes sous les feux des projecteurs, pour quelqu'un qui vous a accompagné sur un pan de votre vie, de l'honorer. C'est ce que Vano Baby a fait. Ça montre quand même un côté sérieux du mec. Exactement. Mehdi Sabenko, un jeune rappeur qui convole en juste noces, Vano Baby, comme quoi les rappeurs aussi peuvent s'engager sur la voie conjugale. Oui, bon, tout homme peut s'engager sur la voie conjugale. Tout homme désireux de se marier, d'avoir une épouse, donc normalement doit satisfaire à l'obligation de la dot qui est instituée par nos traditions et même reconnue par la loi. C'est reconnu même par la loi portant code des personnes et de la famille. Donc, ça permet d'être officiellement à jour, même vis-à-vis de la belle famille, de se faire un nom en termes de crédibilité, même de dignité aussi. Voilà. Maintenant, un artiste comme Vano Baby, bon, bien que décrié par des catégories de personnes, est quand même très préféré par d'autres, surtout des adolescents. Voilà. La preuve, devant les buvettes, quand ces morceaux sont joués, on voit l'attroupement qu'il y a souvent. Des gens ont du plaisir à l'écouter, surtout des adolescents. Donc, qu'on apprenne qu'il a pu faire de la dot, c'est aussi une leçon à la jeunesse. C'est aussi une leçon à la jeunesse, à l'adolescence, qui comprendra que pour avoir une femme, il y a des étapes à suivre. Donc, c'est beaucoup plus l'intérêt pédagogique qu'il convient de lire à travers cet acte posé par cet artiste dont les morceaux, c'est vrai, des gens ne partagent pas tout le contenu, mais il y a des messages que d'autres apprécient, même de personnes responsables qui le soient dans leur véhicule et jouent. Qu'avez-vous vu, je vous sourire depuis? Non, je partage entièrement l'exposé, le développement des confrères. Je trouve que venant de Vano, moi, il m'a séduit une fois de plus. C'est vrai, moi-même, je faisais partie de
ceux qui refutaient sa musique parce que c'était trop posé, et certains clips. Il a même fait un concert qui a créé un scandale, je pense au temps du préfet Modeste Toboula et tout. Donc depuis qu'il a changé de paradigme musicalement parlant, je pense que Vano sort des messages de plus en plus qui édifient. Et c'est quelqu'un qui a du talent. Honnêtement, ce n'est pas une question de génération. Vano aujourd'hui a réussi à se faire adouber, à conquérir une frange de la population, et sa musique est de plus en plus écoutée parce qu'il a travaillé au fil des ans à développer tout le potentiel qui est en lui, et quelqu'un qui avait pratiquement cette renommée d'homme beaucoup trop dans le libertinage, dans la délinquance entre griffes, dans du n'importe quoi, qui décide aujourd'hui d'assumer publiquement sa relation avec une fille. Je pense que c'est un modèle qui doit faire école, surtout que ce n'est pas courant par ici. Donc Vano aujourd'hui qui décide d'officialiser sa relation, même s'il a dit ce n'est pas forcément un gage de fidélité, mais c'est déjà un acte de courage, de bravoure, et il faudra saluer cela et encourager nos artistes à s'engager, parce que venant de Vano personnellement, moi je ne pouvais pas parler de pas à ça. Bien sûr. Il faut souligner que dans l'ordre des choses, cette remise de dot doit impliquer également un devoir de fidélité. Il faut qu'il soit fidèle à la femme, c'est ce que nous lui conseillons. Oui, vous savez... c'est pas un mariage célébré devant le prêtre ou... Oui, non, même si ça l'est devant le prêtre, on a vu plusieurs mariages célébrés devant le prêtre et le pasteur, et la suite, on les connaît. Je voudrais rapidement dire que Vano est sur les traces aussi de DSI. Il y a DSI et Anka qui se sont mariés il y a quelques semaines en arrière. Donc, les artistes le font. Oui, si, les artistes le font. Non, ils se sont mariés. Ça, par exemple, moi, j'y étais, par exemple. Donc, voilà. Donc il y a plusieurs. Il y a même d'autres sur la liste en 2024 qui vont célébrer leur mariage. Je pense que c'est un exemple qu'il faut suivre. De ce dimanche, je le rappelle, j'ai reçu Stanislas Amoa, directeur de l'information et des programmes à PIS FM. Merci beaucoup pour ce moment partagé ensemble. Mon cher Gabin Goubi, rédacteur en chef du quotidien Le Matinal, merci aussi. Merci pour l'invitation. Mehdi Agbenko, journaliste indépendant, chroniqueur politique, merci. Merci, chers confrères, pour l'invitation. Merci à toute l'équipe éditoriale et technique de Club Média 7. Merci à vous aussi, chers amis téléspectateurs. Bonsoir chez vous.